Avant de commencer, je suis content de rendre un hommage à Azor Adélaïde, qui ont dit ça fait 50 ans qu'il est mort. Azor Adélaïde est mort dans un contexte que nos pays traversent un grand bouleversement politique et contiennent une ébullition intellectuelle qui nous construit l'île Maurice moderne. Nous, à la Commission de développement durable, nous pensons qu'il nous paierait rendre une phase comme ça aujourd'hui, et plus que jamais, les valeurs militantes, les valeurs d'égalité et de progrès, bizarre, poussent de l'avant et mettent de l'avant. Un tir référence social à la journée internationale de l'élimination de la violence contre les femmes. Ça tombe très très bien parce qu'il nous cause de la COP26, du réchauffement climatique et du rapport du GIEC, qui par-delà la question climatique, bien évidemment, mettent l'accent, l'accélération de l'inégalité sociale et économique et comment est-ce que les femmes, première victime de cela. Nous pouvons adresser ça dans cette conférence de presse. Alors, pour commencer, nous pouvons faire un petit rappel rapide de points essentiels de la COP26 qui s'est tenue du 1er novembre au 12 novembre et qui n'a lieu à la suite du rapport du GIEC qui est publié en août de cette année. La COP21 de Paris de 2015 pose déjà le tremplin d'un ensemble de problèmes qui deviennent extraordinairement urgents qui nous adresser. Et tient à une expectative très importante autour de la COP26. Alors bien évidemment, souvent quand il y a une grande expectative, quand il y a beaucoup de problèmes, on reste sur notre faim. Et il est clair que par rapport à un certain nombre d'enjeux, la COP26 répond à bonnes attentes. Des attentes mondiales, mais des attentes en particulier pour Maurice également. D'ailleurs, dans la conférence de presse du MMM du 20 novembre 2021, le leader, Paul Béranger, n'a pas hésité pour dire que la COP26 a été un échec et un succès en même temps. Un échec parce que l'objectif de garder l'augmentation des températures en dessous d'une augmentation de plus 1,5 degrés d'ici 2030 par rapport au niveau pré-industriel, il est clair que dans la condition actuelle des choses, nous ne sommes pas capables d'atteindre cet objectif-là. La raison à cela, c'est bien évidemment que le plus gros pollueur, les grands pays, en gros, industrialisés et post-industrialisés, pas jouer le jeu d'aligner l'objectif des émissions de gaz à effet de serre avec ce qui est requis pour qu'il nous atteigne cet objectif-là d'ici 2030. Le rapport du GIEC place plutôt la barre autour d'une augmentation de 2,5 degrés d'ici une vingtaine d'années, qui est extraordinairement problématique en réalité. Il est extraordinairement problématique pour un pays comme Maurice, qui sont des pays insulaires. Nous connaissons que l'une des conséquences directes pour nous à Maurice, c'est la montée des eaux avec la fonte des glaciers. Et clairement, nous directement impactés par ça. D'ailleurs, je fais référence au discours de la première ministre des Barbades, Madame Mia Mottley, qui fait un discours très, très poignant à la COP, vraiment pour défendre les pays insulaires comme Maurice, et qui vraiment met l'accent sur le fait que la montée des océans, la destruction des côtes, des lagons, le réchauffement des océans eux-mêmes entraîne la destruction de la faune et de la flore marine, bien évidemment, mais pour un pays comme nous, qui est aussi dépendant que ça du tourisme, la destruction de nos secteurs touristiques également. Il est absolument clair que la pression vise à mettre le gros pollueur de la planète. Bon, rappelez-vous que dans l'ordre de grandeur, le grand pollueur, c'est la Chine, les États-Unis, l'Union européenne dans son ensemble, même si certains pays de l'Union européenne, pays comme là, et plus qui les autres, l'Inde en 4e position et la Russie en 5e position. Ces 5 pays-là produisent 55% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du globe. À titre comparatif, Maurice nous produit 0,01% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il est clair, en fait, que le réchauffement climatique n'est pas la cause, enfin, un pays comme Maurice n'est pas parmi les plus grands responsables. Donc, la question de responsabiliser les gros pollueurs est absolument essentielle pour un pays comme nous et pour un Small Island Developing States, donc SIDS en fait. D'ailleurs, là, nous rentrons
dans une affaire qu'il est clair qu'il nous vise à comment se développer déjà à l'échelle de Maurice, et il y a une stratégie diplomatique que le gouvernement mauricien vise à mettre en place. Ça qui nous appelle une diplomatie climatique pour les pays les plus à risque. Et il est absolument clair qu'il nous vise à capable de créer un mouvement entre tous ces pays-là pour qu'il nous mettre de l'avant nos bonnes propositions et être beaucoup plus crédible, former un ensemble plus fort pour ENA une capacité de négociation envers les grands pays et les pays industrialisés. Alors bien évidemment, tout n'est pas négatif par rapport à la COP 26. Premier point très positif qu'il nous noter, c'est qu'au lieu d'organiser une COP de manière non annuelle, donc tous les 4 ou tous les 5 ans, la décision a été prise d'organiser une COP tous les ans. Et nous connaissons déjà que la COP 27, donc la COP de l'année prochaine, aura lieu en Égypte. Et ça qui est extrêmement positif par rapport à ça, c'est que la COP, il y a une plateforme en fait d'échange d'informations, il y a une plateforme de discussion entre les gouvernements, les politiques, les scientifiques, les ONG, les acteurs économiques, les acteurs industriels, qui justement permettent l'échange d'informations, qui permettent à un pays comme nous de gather as much information qu'il nous capable pour commencer à construire nos résiliences à nous. Donc, il est extrêmement positif qu'il nous énasse à l'exercice-là tous les ans, parce qu'il peut permettre un suivi bien plus précis de disruption et de destruction, de catastrophes liées au réchauffement climatique. Et il peut vraiment de nous, hommes, qui peut permettre nous pousser un agenda beaucoup plus précis par rapport à nos needs dans ce contexte-là. Et bien évidemment, nous connaissons que pour un pays comme Maurice, la question essentielle liée au réchauffement climatique, c'est la question du financement. Alors le fonds climatique qui est déjà mis en place pendant la COP 21 et qui a alloué 100 milliards de dollars par an à des pays exposés, dont Maurice fait partie, 6, mais d'autres pays aussi, surtout des pays en voie de développement et des pays entre guillemets pauvres. Décision il prend dans sa COP 26 là de doubler sa allocation là pour faire des 100 milliards de dollars par an. Alors nous connaissons que jusqu'à présent l'objectif des 100 milliards de dollars n'est pas respecté. Hein. Moko il y a l'année que le maximum qui est versé par les pays riches c'est 80 milliards de dollars. Donc bien évidemment on doit accueillir la décision de doubler cela parce que nous bisons ce financement là. Mais nous attendons pour guetter parce que clairement, s'ils n'ont pas qu'à meet the expectation sur 100 milliards, qui peut arriver l'eau des 100 milliards. D'ailleurs, on réfère à un rapport de l'OCDE daté du 25 octobre 2021, quand le président de l'OCDE vient dire que par rapport aux capacités de financement actuelles, pour réussir à atteindre la barre des 100 milliards, nous pouvons atteindre 2023. Parce que, vous je connais, c'est un agrégat de financement différent. Il y a un financement public et il y a aussi un financement privé là-dedans. Donc, nous guetter. Une autre chose que nous accueillir très favorablement, c'est la question du principe de loss and damage. Pour les Small Island Developing States, pour BANSID. Donc, pour nous. Par-delà la reconnaissance d'un principe de responsabilité des grands pollueurs envers les pays les plus exposés, il est absolument essentiel Alors, il est absolument essentiel qui nous pose un principe de responsabilité des pays, des deux choses, des pays qui sont les plus grands pollueurs, mais aussi des pays qui bénéficient en fait des autres émissions de gaz à effet de serre, qui ne sont pas forcément aujourd'hui les plus grands pollueurs. Je pense à un pays très développé du nord de l'Europe, par exemple. Nous tous connaissons qu'ils en arrivent à ce niveau de développement-là par l'industrialisation. Et c'est l'industrialisation qui émet sa quantité de gaz à effet de serre-là dans le monde. Maintenant, il a clairement une responsabilité envers un pays en voie de développement, qui actuellement amorce le développement pour atteindre des paliers de confort qui permettent aux populations et la vie décente. Et visa et de ce pays-là capable passe ce palier-là pour aussi capable aller vers la conversion écologique. Nous trouvons aussi un autre principe dans le principe de loss and damage, qui est le principe que, justement, tout pays pas égaux devant le réchauffement climatique. Comment on fait que il y a un pays qui émet de gaz à effet de serre depuis, grosso modo, la première révolution industrielle. On peut penser à l'Europe, l'Amérique du Nord et certains pays asiatiques. Et
qui, encore une fois, une atteinte le palier de développement, et ils ont dit que pays impose une condition de limitation du développement à un pays comme nous. Et c'est justement là, en fait, qu'il y a une négociation pour faire dans le cadre du Loss and Damage. Donc, non seulement il y a une négociation diplomatique, il y a une négociation climatique, mais il y a aussi une négociation, et surtout, en fait, une négociation économique. Donc, si le Loss and Damage veut dire ça, nous accueillons très positivement. Nous aussi accueillons positivement l'initiative indienne de mettre en place le Infrastructure for Resilient Island States, le projet IRIS, qui pour l'instant, nous visons à avouer, relève plus d'un effet d'annonce que de mesures précises. Ce qui nous connaît, c'est que ce sera un fonds, un climate fund, hein, il y aura des appels à projets et l'Inde avec d'autres pays pour financer ce projet-là. Nous n'avons bien plus de détails encore là pour l'instant, donc nous attendons nous guetter quelles sont les propositions. Et enfin, nous accueillons très favorablement la décision de la COP26 d'inscrire la référence au charbon et au pétrole comme les deux plus gros pollueurs et les deux plus grandes causes du réchauffement climatique. C'est la première fois que clairement les ennemis, hein, entre guillemets, mais les deux éléments qui provoquent vraiment le réchauffement climatique, identifiés clairement dans un texte qui a été signé par les participants de la COP. Ça, est absolument excellent, parce que c'est aussi à partir de là qu'il y a une négociation par rapport à une décision industrielle et économique pour mettre en place. Par rapport à la réduction du méthane et le retrait et le ralentissement de la déforestation, bien évidemment, qui nous embrace ça aussi, même si clairement les grands acteurs, les premiers responsables des émissions de méthane et de la déforestation, pas ne faire partie de cela. Par exemple, sur la déforestation, je pense à l'Indonésie. Alors là, c'est un point essentiel qui nous retenir de la COP26. C'est un point-là, il est amplement discuté dans tous les médias à travers le monde, et c'est un point-là, il reprend plus en détail lors de la conférence de presse que le MMM tenir le 20 novembre dernier. Nous avons envie de réitérer ce point-là avant nous passer dans nos deuxième partie de nos conférences de presse. Comment on peut dire au début, les réunions de la COP sont extrêmement importantes parce qu'en fait, ils permettent un suivi des évolutions climatiques afin de pouvoir soutenir la mise en place en fait des politiques publiques. Des politiques publiques à l'échelle du monde. Hein. Là, il y a un rôle des grandes institutions mondiales, qui sont les institutions de financement ou les institutions de suivi de tout ce qui relève des politiques de chaque État. Mais bien évidemment, on a aussi l'impératif, le devoir de mettre en place une politique nationale à Maurice. Et autant la COP et une décision prise à la COP, il apparaît comme un roadmap des grands enjeux, un roadmap de grands problèmes. Il appartient au gouvernement, pour ce qui est à Maurice, il appartient au gouvernement mauricien de clairement développer cette stratégie nationale par rapport à des problèmes qui nous peut vivre déjà, qui sont liés directement et indirectement au réchauffement climatique. D'ailleurs, un exemple qui nous peut vivre depuis un certain nombre d'années déjà, parce que c'est clair que Maurice est déjà victime du réchauffement climatique. Le phénomène des flash floods, qui ne produit pas de mort à Maurice, nous tout rappelle, est un excellent exemple de cela. Nous sommes capables de constater à l'époque à quel point, en fait, nous l'infrastructure pas adaptée à ce changement dans la nature même de la pluviométrie à Maurice. Et il ne faudrait absolument pas qu'ils nous sous-estiment que la pandémie actuelle de la Covid n'est pas une répétition générale pour une catastrophe et un désastre à venir qui peut lier au réchauffement climatique. Je répète parce que c'est un point extraordinairement important qui ne m'a pas écouté, personne adresse ça à Maurice. La pandémie de la Covid, ça qui nous peut vivre actuellement, qui nous plonge dans nos pays, dans ça qui nous connaît, qui permet nos systèmes de santé à genoux, qui permet nos gouvernements en face de fissures dans le système du gouvernement, dont le système de santé, mais ce n'est pas le seul, le système de sécurité civile en général. Il y a une répétition générale. L'ISIS a une prémisse, il y a une introduction
de ban désastres beaucoup plus grands qui ne pouvaient faire face des vents. Et ça qui est absolument clair, c'est que nous bisins préparent nos pays pour ce ban désastre-là. Et c'est aussi pour ça qu'il chaque fois nous dit au gouvernement, quand nous avons l'occasion, qu'il les bisins tirent leçon de la Covid pour ça qui peut venir d'Ivan. Et il est absolument clair que la donnée du réchauffement climatique vise à intégrer toute une décision publique qui concerne tout un ministère et toute une décision économique et industrielle à Maurice. Nous ne sommes pas capables de continuer dans une situation que, pour adresser les issues du réchauffement climatique, nous avons un ministère de l'Environnement qui prend seulement certains dossiers sans considérer d'autres dossiers. Ce qui est clair, encore une fois, mon réveillou au rapport du GIEC et tout ce qui a été discuté à la COP26, c'est que global warming, le réchauffement climatique, lie un enjeu mondial et il y a un enjeu qui concerne absolument tous les aspects de la vie sociale. Donc, il concerne toutes les interventions du gouvernement en réalité. Et c'est exactement là que le gouvernement mauricien, d'après nous, pas peut faire ça qu'il est bien à faire. Alors, nous connaissons que dans ce National Determined Contribution, la NDC, le ministre de l'Environnement, le ministère de l'Environnement, ils mettent de l'avant l'objectif de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Le ministre Ramano, il également pousse de l'avant un projet d'une politique de tri et de compostage des déchets, qui est très positif. Nous espérons qu'il est réussi à aller dans les meilleurs délais. Et la volonté de mettre en place un integrated approach, c'est-à-dire une approche multisectorielle pour l'économie bleue, le tourisme, la biodiversité, l'agroalimentaire et la protection des côtes et des littoraux. Alors, sur le principe, bien évidemment, qui nous d'accord au lit. Mais le problème, c'est que la NDC du ministère des Finances qui nous soumettent à la COP reste sur des questions de principe. Par-delà les grands slogans, au pas dire qu'il ne faudrait pas qu'ils nous réduisent nos émissions de gaz à effet de serre. Hein. Bien évidemment, s'il y a un effort mondial qui fait là, nous bisons montrer, nous, Maurice. Nous produisons 0,01% des émissions de gaz à effet de serre. Mais nous avons une victime qui est en première ligne de ça. Mais nous avons bons élèves. Ok, la communauté internationale a décidé qu'il nous bisons réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nous pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais ça ne suffit pas. Encore une fois, ça qui est clair pour Maurice, c'est que nous bisons concentrer sur ce qu'un climatologue appelle les disruptions, les catastrophes et les désastres climatiques. Ce qui revient à dire que le gouvernement bise de manière urgente et juste l'après-COP, c'est-à-dire les quelques semaines, les mois à venir, l'année à venir aussi, qui a suivi cette COP, parce qu'encore une fois, nous prenons une COP l'année prochaine, hein, nous pouvons être capables de présenter un programme renouvelé. Il est absolument essentiel que le gouvernement vienne avec un plan national stratégique qui prend en compte toute la multiplicité et toute la diversité des problèmes sociaux, économiques, écologiques qu'il y ait au réchauffement climatique. Et l'impression qui nous est là, c'est que le gouvernement pas vraiment comprend en fait que le réchauffement climatique n'est pas justement uniquement un problème du climat. Le réchauffement climatique est un problème lié au climat. Mais le réchauffement climatique, il y a un problème lié au climat qui produit un problème qui rentre dans une multiplicité de domaines que chaque Mauricien et chaque Mauricienne peut déjà vivre ça. Par exemple, on dit haut et fort, développer un petit peu plus là, le réchauffement climatique peut appauvrir les Mauriciens et peut en particulier peut appauvrir les Mauriciens qui déjà dans une situation économique difficile et qui comptent parmi les plus exposés. Et ça qui est clair, c'est que ce n'est pas en respectant un engagement qui nous vise à respecter, qui est la réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, qui nous peut capable renverser cette tendance-là.
Non, là, bizarre vraiment, une autre stratégie. Et une stratégie que le gouvernement récit comprend qui fondamentalement il y a un lien profond entre réchauffement climatique et pauvreté. Il y a un lien profond entre réchauffement climatique et la condition des femmes, par exemple. Il y a un lien profond entre réchauffement climatique et la sécurité alimentaire à Maurice, par exemple. Juste 3 exemples, il y en a beaucoup d'autres. Donc, ça qui nous peut dire, nous, c'est que par-delà la question des émissions de gaz à effet de serre, la question fondamentale pour nous, pour Maurice, le problème fondamental, c'est que le réchauffement climatique augmente l'inégalité à Maurice. Augmente l'inégalité et fragilise les Mauriciens, qui déjà dans une situation fragilisée au sortir de la crise de la Covid. Ce qui implique qu'il nous vise à absolument revoir tout un ensemble de politiques afin qu'il nous capable de rectifier et qu'il nous capable de contrer sa augmentation de l'inégalité-là et construire la résilience climatique, sociale et économique de nos pays. Alors par rapport à ça, moi j'ai envie de nous trois petits exemples, par exemple, de domaines d'intervention que le gouvernement est intéressé. C'est-à-dire vraiment comment on fait pour développer une approche multisectorielle, une approche pluridisciplinaire, que tu mobilises toutes les institutions, ou mobilise tous les ministères dans un objectif clair et précis. Cet objectif-là, c'est quand on identifie un problème, mais voilà, nous, en tant que gouvernement, la politique publique qui nous peut mettre en place. Premier exemple, c'est l'augmentation des inégalités hommes-femmes. Donc vraiment la condition de la femme et l'augmentation, plutôt la diminution de la condition de la femme, l'appauvrissement de la condition de la femme dans le réchauffement climatique. Alors, nous connaissons les Nations Unies et la United Nations Environment Programme, nous disons dans différents rapports, les premières victimes du réchauffement climatique sont les femmes. Et notamment les femmes des pays pauvres et les femmes des pays en voie de développement. Alors, nous posons la question, qu'est-ce qui est fait à Maurice pour permettre à des femmes mauriciennes, qui sont les plus exposées aux risques et aux catastrophes, pour construire cette résilience? Est-ce que le ministère de la Femme et de l'Égalité des Genres travaille sur un plan spécifique pour les femmes qui souffrent déjà des effets du réchauffement climatique? C'est-à-dire vraiment un plan du ministère de la Femme pour le réchauffement climatique, ou bien laisse tout ça enjeu-là au ministère de l'Environnement? Si peut faire ça, mais clairement, ne pas pourquoi adresser cette question de la fragilisation de la condition féminine à Maurice. Par exemple, nous, la Commission développement durable, nous ne fait que soumettre nos premiers position papers sur l'impact socio-économique du Wakashio sur l'eau Maïbo et Soban région. Lors de nos bonnes consultations, nous allons à la rencontre des populations de pêcheurs à Maïbo, des populations de plaisanciers à Maïbo et ces régions. Nous nous joignons aussi une ONG qui peut travailler sur place depuis le Wakashio. Et nous nous joignons une ONG qui fait un social impact assessment de la région après la marée noire du Wakashio. Et toute bonne consultation, nous avons toujours une affaire. C'est exactement la confirmation, en fait, de ce que disent les Nations Unies. Oui, la population de Maïbo et de ces régions, bien évidemment qu'il y a un impact sévère, grave de la marée noire du Wakashio. Surtout le désastre de la marée noire, il vient après le fait que le pays lui-même s'y déjà à genoux avec la Covid. Et bien là, dis-nous, en fait, quand on rentre en détail, quand on va là-dedans, quand on reste en surface, très bien. Un exemple de nous, c'est une réduction de 80% des revenus de ban household. Mais quand on rentre en détail, vous trouvez que les premières victimes encore, ce sont les femmes. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans le rapport publié par l'ONG Dynamia, c'est eux qui ont fait le Social Impact Assessment, je dis à nous clairement que dans la population de pêcheurs de Maïbo, madame, souvent, la pêche tek-tek. Et en fait, tek-tek et coquillages divers, palourdes, etc. Et en fait, les tek-tek et les palourdes, ils font aussi partie de l'image de Maïbourg, de la gastronomie maïbourgeoise, de ban fruits de mer de là-bas. Et comment nous tout connaît, le coquillage, comme les tek-tek, c'est ban éponge
Ce qui veut dire quand on a un polluant dans des l'eau la mer, il y a des huiles, il y a des produits chimiques, il y a n'importe quoi, ben, ça va le coquillage là, il absorbe ça va le polluant là. Donc, il n'est pas capable de consommer, il est dangereux pour la santé si vous consommez. Or, ça va madame qui l'a pestectec là, ben, c'était un revenu pour les households, ça la pestectec là. Je ne veux pas dire que c'est le revenu principal, ce n'est pas le revenu principal, mais il y a un side revenue qui type assure, selon Dynamia encore une fois, entre 10 et 15% du revenu du household. Et là, c'est clairement un revenu qui finit, pas pour casser vie, jusqu'à ce qu'on est certain que les eaux de Maïbourg et de ces régions sont safe et qui permettent de reconsommer ban coquillage et ban tec-tec. En fait, c'est un revenu que les femmes de ces households-là tiennent à plus autres, parce que c'est eux autres travaillent, c'est eux autres qui typent vender, et c'est eux autres qui typent gangasser. Tiens ça, un seul coup dans de la main. C'est-à-dire, tiens, l'indépendance économique, en fait, qu'ils ont achieve avec cette activité-là dans de la main. Alors, nous connaissons que ces femmes ne sont pas reconnues comme des pêcheurs, hein, elles n'ont pas un title pour la carte de pêche. Et bien évidemment, ce n'est pas une activité de pêcheur comme les pêcheurs artisanaux, que ce soit des pêcheurs de lago, ben, pêcheurs qui a un petit peu en dehors. Mais, clairement, il pose un problème qui le gouvernement vient adresser. Donc, pour revenir à nos questions sur la condition des femmes, qu'est-ce que le gouvernement prévoit comme mesure pour le ralentissement de la dégradation de la condition féminine face aux catastrophes et aux désastres? Encore une fois, les communautés de pêcheurs de Maïbourg et les femmes de la région, c'est un exemple. Quand on fait un mapping du pays, quand on voit vraiment en détail, et on guette région par région, on peut trouver à quel point nous sommes vraiment dans une situation de recul de la condition féminine. Le réchauffement climatique est une bonne cause de cela. Et il est absolument important qui nous pousse une proposition politique qui pour adresser clairement, directement, ça va le problème-là. Un deuxième exemple qui m'a envie de nous autres, c'est l'augmentation de la sécurité alimentaire à Maurice. Alors, nous connaissons que pour Maurice, nous avons fondamentalement, essentiellement, deux grands problèmes, deux grands dangers liés au réchauffement climatique. Premier, c'est la montée des océans. Et deuxième, c'est l'aridification et l'appauvrissement de nos sols. Un effet positif, c'est que la crise actuelle du supply chain, qui est produite par les différents lockdowns, donc la Covid, clairement, il montrait nous qui nous extraordinairement fébriles à Maurice par rapport à la question de la sécurité alimentaire. Nous importons nous trop dépendants de nos bannes importations, et notamment nos bannes importations en manzé. Donc, évidemment, l'ICLER qui nous pousse de l'avant un programme d'industrialisation agroalimentaire, mais une industrialisation durable et verte pour l'agroalimentaire à Maurice. Absolument essentiel. Mais mon alguette, ce que le ministre de l'Agriculture, Manish Gobin, est là pour dire là. Alors, le slogan est magnifique, hein, magnifique. Produisons ce que nous mangeons. Très bien. Produisons ce que nous mangeons. Excellent. Nous tiens contents, mais ça qui nous produit. Sauf que la solution qui est donnée derrière, c'est d'ailleurs, il est clairement adressé dans une conférence de presse que mais Agricultural Board et Marketing Board, il y a un petit peu la graine, il invite les Mauriciens, il prend sa belle graine pour planter Maurice. C'est pas sérieux. C'est pas ça qui doit appeler une industrie agroalimentaire à Maurice. Une industrie agroalimentaire durable et sustainable. C'est pas ça qui peut permettre nous augmenter nos sécurités alimentaires à Maurice. Il est absolument clair que la question de la monoculture sucrière à Maurice vise à adresser. On ne va pas dire qu'il nous a sorti du sucre du jour au lendemain pour basculer dans les fruits et légumes. C'est pas possible, nous connaissons que c'est pas possible. Mais nous visons commence la conversion de certaines terres mauriciennes. Nous avons un exemple très simple. Si on revient à un point, la conversion immédiate, bien évidemment, n'est pas possible pour trois raisons, pardon. La première chose, c'est que les sols mauriciens nous font l'exploitation sucrière depuis 300 ans à Maurice. Les sols mauriciens
de par l'exploitation, de par de la chimie des engrais qu'ils utilisaient, littéralement transformé pour de la canne à sucre. C'est-à-dire, où tiens qu'à nous mettre d'autres affaires, ou pas pour gagner un rendement où tu peux gagner si le sol tient un sol originel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Maurice reste très compétitif sur le marché des sucres, et notamment des sucres haut de gamme. Et l'industrie sucrière, l'industrie cannière plutôt, l'IPA, c'est Visis ici, qui n'a pas de produits dérivés qui nous commence clairement à exploiter. Surtout si ces produits dérivés-là permettent nous augmente nos résiliences écologiques, et surtout s'ils permettent de remplacer l'utilisation du plastique. Et la troisième chose, c'est que nous avons quand même un savoir-faire industriel dans le sucrier à Maurice qui n'est pas à dédaigner. Depuis 250 ans, avec 200 ans en réalité, l'industrie sucrière. 200 ans, nous avons une industrie qui compte parmi le savoir-faire de pointe à l'échelle du monde. Hein. C'est une affaire qui... Vous êtes très très fiers de ça, Maurice. Pas tout pays qui peut se vanter de ça. Donc, nous pas pousser tout savoir-faire par la fenêtre et venir dire non, nous implante fruits et légumes. Non, ça ne peut pas être comme ça. Mais clairement, il y a une stratégie de conversion de certaines zones qui nous commencent à adopter. Et nous pensons que là, il y a vraiment la possibilité de la régénération des petits planteurs qui existaient dans le fait de sérieusement commencer une industrie agroalimentaire à Maurice. Alors ça aussi n'est pas facile, hein, nous ne nous faisons pas d'illusions. Nous connaissons que ces planteurs peuvent faire face à un ensemble de problèmes, dont les premiers problèmes, c'est un problème d'investissement, c'est un problème de main-d'œuvre et c'est un problème de rentabilité de la terre. Mais là, justement, que une solution existait, c'est que nous dans une situation mondiale, que une technologie peut avance très très rapidement par rapport à cette question-là. Par exemple, Singapour peut positionner pour achieve l'autonomie totale, l'autonomie alimentaire totale d'ici 2030. Il y a beaucoup plus loin qui ça. Il peut dire que d'ici 2050, il peut être le grenier du sud-est asiatique. Ça, nous attendons pour guetter. Et en fait, comment est-ce qu'un pays aussi petit que ça, qui peine beaucoup la terre, que les cas à planter, capable de dire qu'il peut atteindre l'autonomie alimentaire d'ici 10 ans? Eh bien, c'est très simple. C'est grâce au développement de ce qu'on appelle vertical farming. Vertical farming, il servit un ensemble de technologies qui est une technologie durable, hein, c'est-à-dire il y a vraiment un processus de circularité qui permettent minimum d'apport en eau, minimum d'apport en engrais et presque zéro, pour ne pas dire zéro pesticide. Et en fait, le vertical farming n'est pas encore une solution miracle, mais il y a une solution qui nous commence à explorer à Maurice. Et encore une fois, notamment pour les petits planteurs. Mon a un projet récemment de conversion de certains docks de Brooklyn à New York, aux États-Unis, parce que la ville de New York, Lyndon lit aussi comme objectif d'augmenter son indépendance alimentaire. Et ça qu'il peut faire pour ça, il peut convertir certaines de docks avec l'utilisation en fait de ban container. L'idée ou qu'à convertir ban container qui n'est plus servi en ban petite ferme verticale. Et un container capable de nourrir 310 mounes sur toute l'année. Et un dimoun cave occupe en 30 et 40 containers. Comment se t'achieve ça? Encore une fois, c'est les technologies. Tout est automatisé. C'est le computer qui fait. Donc, par rapport à l'apport en main-d'œuvre, le input en main-d'œuvre, il y a une solution qui peut trouver. Alors, bien évidemment, ces technologies coûtent très cher. Vous avez réalisé. Mais c'est là, justement, que les notions de climate fund entrent en jeu. Il y a un accord qui est passé à la COP. Le Loss and Damage Principle, différents climate change, le projet IRIS que l'Inde peut mettre en place. Donc, mais pour qu'ils donnent nous le financement, le BISA pousse des projets qui définissent nous-mêmes. Et c'est là que le gouvernement a clairement un rôle extrêmement important. L'autre chose, c'est la question pour l'agroalimentaire, encore une fois, parce que le lancement d'une industrie agroalimentaire à Maurice est possible. Il demande une vraie vision de la chose, il demande une vraie consultation avec les différents stakeholders du secteur, il demande une véritable stratégie de financement, une véritable stratégie technologique pour qu'il nous ait
acquérir une technologie et un savoir qui nous visa dans ce cadre-là. Mais nous visa aussi impose que si nous sommes capables de développer nos résiliences alimentaires par le lancement d'une industrie agroalimentaire à Maurice, qu'il y ait une industrie verte, écologique, sustainable et soutenable. Et ça, un des principaux problèmes de cela, c'est bien évidemment la question des pesticides et des engrais, et notamment des engrais chimiques. Nous connaissons que Maurice est l'un des plus gros utilisateurs de chimie dans son agriculture. Et mon revient à Saliboti là, le ministère de l'Environnement, le ministre de l'Environnement, Kabir Amano, il a annoncé juste avant la COP la volonté du ministère d'aller de l'avant avec un programme national de tri, que l'IPOUS sépare en fait les déchets qui sont compostables et les déchets qui peuvent être utilisés pour tout ce qui est le recyclage et ce qui vient avec marchicose. Nous tout connaissons qu'actuellement, par rapport à marchicose, nous pas trier nos déchets. Bon, nous trouvons des stations de tri qui commencent à apparaître un peu partout dans Maurice, notamment près des centres commerciaux. Mais, encore une fois, c'est plus un exercice de communication qu'autre chose, parce que quand ça van tri là rentre dans le circuit des déchets, ben, tout révit ensemble et tout a le marchicose. Donc la mise en place du tri est absolument essentielle. Parce que, encore une fois, il y a un immense bénéfice pour Maurice là-dedans, c'est que si les récits triés sont compostables, l'ICA met en place une vraie stratégie de production de compost local qui pour réintroduire dans le circuit de production agricole, que ce soit pour l'industrie cannière ou pour l'agroalimentaire. D'ailleurs, nous invite le ministre de l'Environnement à s'assurer que cette stratégie de tri et cette mise en place d'une politique de compost ne s'effectue bien évidemment au niveau national, mais il ne faudrait absolument pas qu'il est centralisé. Nous, on appelle vraiment à la régionalisation de cela. Parce que nous sommes bien capables de développer ça qui, par exemple, EcoSud, l'ONG, PAPL, un centre agroécologique qui peut permettre aux Mauriciens, dans chaque village, dans chaque quartier, dans chaque région du pays, non seulement de venir déposer le compost et de prendre aussi le compost pour sa propre agriculture à Maurice, mais aussi lui permet de nous mettre en place une politique de conscientisation et de formation de Mauriciens à bonne technique de l'agriculture et à bonne nouvelle technique de l'agriculture durable notamment. Un troisième exemple, c'est la conversion de notre industrie touristique vers un modèle économique et écologiquement responsable. Alors, on nous connaît, le secteur touristique, c'est un fleuron de notre pays. Le secteur touristique fait partie de secteur qui porte l'image de Maurice dans le monde. D'ailleurs, il suffit de voir, quand on a réouvert les frontières, le rush qu'il y a eu sur l'urban réservation, l'urban hôtel. C'est clair que l'image de Maurice, par rapport à son tourisme, est préservée. Maintenant, nous n'était qu'arrivé par rapport à la vague actuelle. Ce qui est clair pour nous, c'est que le secteur touristique dans ce format actuel, il n'est pas pour résister à la montée des océans. C'est-à-dire, il n'est pas pour résister à la destruction des côtes et des littoraux, et il n'est pas pour résister à la destruction des lagons. Il y a des affaires là-dedans, il y a la montée des océans, et il y a le réchauffement de l'eau lui-même. Nous connaissons par exemple qu'un réchauffement d'1 degré de l'eau est suffisant pour tuer le corail. Et du moment où le corail mort, peine à poisson. Et ou lagon mort. Donc ça, bien évidemment, c'est très très grands enjeux. Encore une fois, nous ne sommes pas responsables de cela. Mais nous trouvons moyens en équipement, en technologie, en savoir et en financement pour permettre à nous, l'industrie touristique, de développer sa capacité de résilience. Nous connaissons aussi, par exemple, que la question de l'impact carbone sur les voyages, les pays viennent à faire de plus en plus important, et notamment dans nos marchés touristiques principaux. Je vais donner un exemple simple. En France, ça qui nous appelle le comité d'entreprise, c'est-à-dire un comité qui met en place par les grandes entreprises pour permettre à nos salariés d'obtenir des facilités sur un ensemble de choses, mais parmi ces facilités, il y a une facilité de voyage. C'est aussi comme ça que beaucoup de Français, par exemple, capables viennent en voyage à Maurice. Nous connaissons que la question de l'impact carbone est extraordinairement importante dans les CE aujourd'hui. Ce sont des lois qui ont été passées, et un touriste français qui passe par ça, il peut dire, Mopé consomme tant de quotas, de son quota carbone sur un voyage à Maurice,
Vous pas prendre Maurice une fois l'année, mais vous pouvez faire 4 voyages là-dedans. Alors la question du quota carbone et de l'impact carbone n'est pas uniquement une question de kilométrage, ça, hein, c'est vraiment un agrégat qui est calculé sur, bien évidemment, le kilomètre voyagé, mais il est aussi calculé sur les émissions carbone de l'industrie touristique du pays. Donc il y a un calcul assez compliqué. Le Pacabouz Maurice, plus près de Nouvelle-Marseille, nous connaissons au moins 9000 km, donc 10 heures, 11 heures d'avion. Mais ce qu'il nous est capable de faire, c'est qu'il nous vient jouer en fait sur la réduction de l'impact carbone de l'élément de l'industrie touristique qui permet de nous rester compétitifs par rapport à sa banne impératif là. Donc il est absolument impératif qui nous secteurs hôteliers se mettent aux normes aux normes de développement écologique qui peut aussi développer de capacités concurrentielles par rapport à différentes destinations touristiques. Vous faites une parenthèse en disant que les Seychelles, il prend une sacrée longueur d'avance là, avec le développement d'un label vert pour ce tourisme. Nous connaissons que le Maurice est là pour la stratégie, enfin Maurice est planifié de faire ça aussi, et nous espérons qu'ils ont fait dans les meilleurs délais. Mais nous espérons surtout qu'ils ont fait en concertation avec, bien évidemment, le secteur hôtelier. Mais quand nous causons du secteur touristique, nous ne pas fait causer du secteur hôtelier. Les hôtels visent un parti pris de cela, c'est-à-dire nous visons permettre à nos bancs d'hôtel des facilités, des fiscal incentives ou d'autres mécanismes de financement qui permettent de faire les investissements qu'il faut vers les énergies renouvelables, faire les investissements qu'il faut pour arriver vers des politiques de circularité qui doivent réduire au maximum les déchets et qui participent pleinement aussi dans le composting des déchets, donc la circularité vraiment. Mais le secteur hôtelier, est un élément du secteur touristique. Et c'est là qu'il nous vient dire que tous les stakeholders de l'industrie touristique bien prend en ligne de compte. Le type cause des communautés de pêcheurs tout à l'heure. Il est impensable que les communautés de pêcheurs pas involvent dans une politique de conservation des lagons et que pas involvent avec l'hôtel qui a un impact sur les lagons. Il est impensable que l'agriculteur qui produit fruits et légumes pas involve aussi là-dedans. Parce que le secteur touristique, c'est bien beau de vendre des plages, tout ça, mais Maurice, c'est plus que ses plages, c'est plus que son sable fin. Maurice, c'est un peuple. Maurice, c'est une culture. Maurice, c'est une gastronomie. Maurice, c'est une manière de vivre. Et tout ça là, il fait partie de notre image. Donc, il est essentiel que les différents stakeholders impliqués dedans, les pêcheurs, les artisans, les agriculteurs, avec bien évidemment les acteurs de l'hôtellerie eux-mêmes. Et là, ce qui est absolument clair, c'est qu'il est, encore une fois, pour la troisième fois dans le troisième exemple, il est essentiel que le gouvernement, enfin, il y a un rôle central, absolument central, dans le fait de développer ces stratégies-là. Parce que c'est à lui de mettre en place une politique que de lui dire, moi, mon envie, qui tous ces stakeholders là travaillent ensemble, parce que mon objectif, c'est que le secteur touristique mauricien, qui emploie directement et indirectement plus de 80 000 personnes à Maurice, il reste le fleuron mauricien, mais il vient un secteur vert, sustainable et durable, qui permet de nos pays passer sa palier économique qui nous vise là, et qui permet de l'industrie touristique de se régénérer. Voilà 3 exemples de domaines d'intervention, que la COP Papoudiaou. La COP, Livin pose des grands principes, Livin cause des grands enjeux, Livin Diaou nous d'accord accepter un principe de loss and damages, nous d'accord débloque du financement, mais maintenant c'est à eux, c'est à le gouvernement de pousser de l'avant un projet, de pousser de l'avant une roadmap, de pousser de l'avant une stratégie qui appartenir à chaque gouvernement, parce que chaque pays est différent. Et la bonne particularité à Maurice qui paye là dans les Caraïbes, et vice-versa. Et clairement, et c'est la raison de cette conférence de presse, clairement nous tient envie d'interpeller le gouvernement mauricien sur le fait que l'IBISA absolument développe sa roadmap et sa stratégie-là. Encore une fois, nous connaissons la bonne fond, nous connaissons que le gouvernement pousse de l'avant le projet. Mais nous demandons plusieurs choses. Nous demandons à ce qu'il y ait une transparence le plus absolue autour de ces financements, bien évidemment. Mais nous demandons surtout, avant de faire un appel à projet qui peut pousser par le gouvernement, le développement d'une stratégie nationale
multisectorielle, secteur par secteur, une stratégie territoriale, territoire par territoire de Maurice, région par région, que nous identifier le problème, que nous identifier ça qui n'a pas fonctionné, et une stratégie dont l'objectif, qui est bien évidemment un objectif écologique, environnemental, lié au réchauffement climatique, mais dont l'objectif est vraiment l'augmentation de la sécurité alimentaire, sociale, sanitaire, économique, sécuritaire de tous les Mauriciens et de tous les Mauriciennes. Je vous remercie. Un dernier petit point, nous me le mentionniez rapidement un petit peu plus tôt, nous vous présentons tous autres, nous également notre position paper sur la situation socio-économique des communautés de la mer à Maïbourg et sa région après la catastrophe du Wakashio, qui est le premier position paper de la Commission développement durable. Nous le faisons ici à Kilé et nous invitons à prendre connaissance de ce papier. Et l'exercice qui nous enseigne là-dedans, c'est l'exercice qui nous peut dire ici, c'est-à-dire qu'il nous connaît qu'il y a un immense problème de global warming, mais nous sommes capables de rendre un petit peu plus précisément dans la particularité de chaque région, pour qu'il nous cas, justement, ensemble, trouve une solution. Si vous avez une bonne question, on sera heureux d'y répondre. En fait, c'est la question de financement qui est floue dans le Pour l'instant, très flou, oui, absolument. Et il y a une autre affaire nous devons tenir en ligne de compte, c'est que la question de financement qui est adressée à la COP, c'est tout ce qui relève des finances, on ne va pas appeler ça publiques, mais des finances publiques institutionnalisées, mettons ça comme ça. Par exemple, dans le cas du Climate Fund, où pour gagner des pays qui sont les plus gros pollueurs et les plus riches, qui pour mettre de casse dans un fund, qui pour passer par un ensemble d'institutions mondiales pour être après redistribuées. Mais ça, c'est une voie, ça, à explorer. Nous tous connaissons, dit par exemple, la question du financement des projets en sustainability, qui lie le projet énergétique, le projet agroalimentaire, etc. Il passe également par du financement privé. Où il y a un fund, un hedge fund et des fonds d'investissement énormes qui montent dans le monde. Et bien évidemment, nous avons la tendance à penser que le financement privé, c'est pour le privé. Ce n'est pas forcément le cas. L'ICA aussi s'inscrit dans des PPP, des projets privés-publics, ou publics-privés plutôt dans cet ordre-là, par rapport à ça. Donc, il y a plusieurs sources de financement. Et encore une fois, vous connaissez, financement là, ils n'ont pas besoin de taper la pause, vous dites, oh, mais prends ça. C'est nous qui nous avons développé une stratégie, que nous pouvons guider ça va différentes sources de financement là, et que nous pouvons monter des projets qui arrivent à leur terme. C'est ça l'importance de cette diplomatie climatique ou écologique, c'est-à-dire au début de la conférence de presse? Comment on dit, le global warming, il peut créer, il peut accélérer en réalité, il peut pas créer, il peut accélérer, il peut aggrave une situation d'inégalité mondiale entre les pays industrialisés, post-industriels, riches en gros, et les pays en voie de développement, voire des pays riches, qui, entre parenthèses, sont souvent des anciennes colonies. Donc il y a plusieurs sentences, il y a plusieurs inégalités. Hein, l'histoire, on va pas entrer dans l'histoire de la domination, mais clairement, cette inégalité mondiale-là, nous sommes capables de mettre en place un processus politique, parce que c'est un processus politique, ça, hein, de revendication, que le pays comme nous, encore une fois, on n'est pas les seuls, qui lie dans l'océan Indien, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, qui lie dans ce qu'on appelle le Global South, qui implique aussi beaucoup de pays asiatiques, des clés qui nous sont capables de get together pour faire nous la voix. Aussi, tout seul, comment on peut négocier et qu'un pays comme les États-Unis tout seul? Un exemple très simple, regardez ce que le président Trump a fait, comment il vit au pouvoir, COP21, non, nous pas là dans le mot pialément, alors que son pays est le deuxième plus gros pollueur du monde. Il a cela met totalement de sa responsabilité. Donc ce qui est clair, c'est qu'il nous est capable, encore une fois, développer ces capacités de négociation-là. Et ces capacités de négociation-là, ils passent forcément par une diplomatie climatique. Mais pas que, pas que. Ça c'est un élément. Mais un élément très important parce que c'est là qu'on trouve l'engagement de la puissance publique, l'engagement des États. Derrière, et là, les autres affaires aussi, l'ONG, les activistes politiques, tout est là, un rôle à jouer dedans. Hein.
Johanna Béranger. Et à l'occasion, il y a beaucoup de questions là. Les éléments du ministère de la Femme, le ministère de ça, on est où? On a l'écologie. Ce que je ferais que là, pour la base d'un travail capable de faire au Parlement. Oui, ok. Moi, un membre de la commission, mais par le travaux de la commission, c'est moi pour amener une question dans le Parlement. Et tout ça là, moi, je peux faire, c'est un dossier qui me peut amener dans le Parlement, qui me peut défendre dans le Parlement. Mais comment on peut dire, ou même la question de l'écologie, relier tout ça dans ce sujet-là ensemble. Et effectivement, il y a beaucoup de questions pour poser parce que concrètement, ce n'est pas permis de résultat. Si mon cas répondait à ce que Johanna disait, bien évidemment qu'il nous apporte cette question-là dans le Parlement. Johanna le fait déjà. Mais de manière beaucoup plus profonde que ça, on a en réalité tous les éléments au comportement de cette expression-là, parce que beaucoup d'immunes services expression-là à Maurice, il n'est pas bien rien en réalité, mais tous les éléments d'un nouveau projet de société. C'est là, en réalité, qu'il y en a un élément d'un renouveau de nos démocraties, d'un renouveau de nos institutions, d'un renouveau sociétal à Maurice. Et c'est là aussi qu'il y a un élément une autre expression qui est beaucoup d'immunes services par bien rien, de faire de la politique autrement, du renouveau politique. Et la Commission développement durable est fondée dans cet effort-là. Oui, il y a un travail immédiat, parlementaire qui doit faire, un travail de terrain qui doit faire ensemble, mais il y a surtout une visée sur le long terme pour pousser de l'avant un autre projet pour Maurice. C'est-à-dire, nous réalisons totalement que le cycle des 50 années qui nous fait écouler depuis l'indépendance, il produit un certain modèle de société. Là, nous, dans l'impératif, faire une transition vers un autre modèle de société. Et ça implique, encore une fois, une approche multidisciplinaire et multisectorielle, possible à cause de questions sociales, de questions industrielles, de questions économiques, de questions de finances, de questions alimentaires, voilà. Tout ça, les rentre là-dedans, ça.